Urgence vitale, elle refuse de garder mon bébé pour une croisière de luxe. Ta sœur Neumaître ferait jamais ça. J'ai annulé le virement permanent de 9 ans. Papy est arrivé, le voyage est fini, et ton héritage aussi. Je m'appelle Oriane, j'ai 34 ans, et il y a exactement 3 semaines, ma vie telle que je la connaissais a cessé d'exister sur une portion d'autoroute bétonnée, au milieu des débris de verre et de tôle froissée. Je me suis réveillée dans un univers qui ne semblait plus obéir aux lois de la physique, un monde fait de douleurs pures, d'une odeur esséurante d'essence mélangée à celle, métallique et chaude, de mon propre sang. Je ne savais pas encore que la douleur physique de mes 3 côtes brisées, de ma clavicule en miettes et de ma jambe écrasée ne serait rien, absolument rien, comparée à la brutalité émotionnelle de la conversation qui allait suivre. Mon bébé de 6 semaines, ma petite Zélie, était avec une étrangère. Enfin, pas tout à fait une étrangère, mais Madame Lison, ma voisine de 75 ans qui commence à perdre la tête, et qui n'avait accepté de la garder que pour 30 minutes, le temps que je fasse une course urgente pour des couches. Cela faisait maintenant 2 heures que j'étais incarcérée dans ma voiture sur l'autoroute A7, pendant que les pompiers tentaient désespérément de découper le toit de mon Audi transformé en cercueil de métal. Le choc n'était pas de ma faute. Un camion avait grillé la priorité à une vitesse folle. L'impact m'avait envoyé valser contre la barrière de sécurité avec une violence inouïe. Mais dans ce chaos de sirènes hurlantes et de gyrophares bleus qui déchiraient la nuit, une seule pensée hurlait dans mon esprit embrumé par le choc, plus forte que la peur de mourir, Zélie. Elle a faim. Elle a besoin de moi. Madame Lison ne sait pas comment préparer un biberon, Zélie est allaitée, elle va hurler, elle va être terrifiée. C'est là, dans cet état de panique maternelle absolue, que j'ai fait l'erreur de ma vie. J'ai appelé ma mère. Avant de vous raconter comment cette trahison a déclenché la vengeance la plus froide, la plus calculée et la plus dévastatrice de l'histoire de ma famille, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui, en ce moment précis. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Je veux sentir votre présence, je veux sentir que je ne suis pas seule face à cette horreur. Avec des mains tremblantes, couvertes d'éclats de verre et de sang séché, j'ai composé le numéro de Ghislaine. Le téléphone a sonné. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Chaque tonalité résonnait dans ma tête comme un coup de marteau. Finalement, elle a décroché. En fond sonore, je n'entendais pas de l'inquiétude, ni de la précipitation. J'entendais une musique zen, des bruits d'eau qui coulent, et le ronronnement caractéristique d'un sèche-cheveux de salon de coiffure. Allô, Oriane ? Je suis au spa, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que je déteste être dérangée pendant mon soin visage. Maman, ai-je soufflé, ma voix n'étant plus qu'un râle. J'ai eu un accident. C'est grave. J'avais du mal à respirer. Chaque inspiration était comme si on m'enfonçait des poignards dans la poitrine. Je suis coincée dans la voiture. Les pompiers sont là, ils essaient de me sortir. Zélie est seule avec Madame Lison. S'il te plaît, va la chercher. Je ne sais pas quand je vais pouvoir sortir d'ici. J'attendais un cri. J'attendais le bruit d'une chaise qu'on renverse, des pas qui courent, un j'arrive, tiens bon ma chérie. J'attendais l'instinct maternel primaire. À la place, j'ai entendu un long soupir. Le genre de soupir exaspéré qu'on pousse quand un serveur se trompe de commande au restaurant ou quand il pleut le jour d'un pique-nique. Oriane, franchement. Tu sais que ton père et moi partons demain pour notre croisière en Polynésie. On a le package sérénité totale au spa aujourd'hui. C'est prépayé, et ça nous a coûté une fortune. J'ai cru avoir mal entendu. Le monde vacillait autour de moi. Maman, ma voiture est détruite. J'ai un traumatisme crânien. Il m'emmène à l'hôpital Édouard Herriot en urgence absolue. J'ai besoin que tu prennes Zélie. Juste pour quelques heures, le temps que Marceau arrive. Le bruit du sèche-cheveux s'est arrêté brusquement. Sa voix est devenue coupante, froide comme l'acier de la carcasse qui me transperçait la jambe. Lyon est à 1 heure de train d'Aix, Oriane. Si je viens maintenant, je rate mon dernier soin, je vais devoir refaire ma valise dans la précipitation et je vais être épuisée pour le vol de demain. Tu ne peux pas demander à ton mari ? Marceau est en Allemagne pour le travail. Ai-je crié ou cru crier, alors que mes forces m'abandonnaient ? Il ne peut pas atterrir avant ce soir. Maman, c'est une urgence vitale. Elle a 6 semaines. Elle ne peut pas rester avec une voisine sénile. Il y a eu un silence lourd, pesant.
Puis, elle a prononcé ces mots, des mots qui resteront gravés dans ma mémoire plus profondément que n'importe quelle cicatrice sur mon corps. Ta sœur Megan ne me ferait jamais ça. Elle, au moins, elle est organisée. Elle ne m'appelle pas à la dernière minute pour gérer ses crises. Toi, c'est toujours le drame. Tu gâches toujours tout. Ton bébé me gâche mes vacances avant même qu'elles ne commencent. Je suis restée bouche bée, le téléphone glissant presque de mes doigts ensanglantés. Appelle une babysitter, a-t-elle continué d'un ton sec. Tu as les moyens, non? Avec tout l'argent que tu gagnes. Débrouille-toi, Oriane. Ne me rappelle pas avant que je sois à Tahiti, j'ai besoin de me détendre. Puis, elle a raccroché. Juste comme ça. Clique le vide. Le pompier qui tenait ma main pour me garder consciente, un homme robuste aux yeux doux nommé Thomas, me regardait avec une horreur absolue. Il avait tout entendu. Le haut-parleur était activé. Il a vu les larmes se mêler au sang sur mon visage. Je n'ai pas pleuré de douleur physique à ce moment-là. Je crois que mon cœur s'est simplement arrêté de battre, non pas à cause du choc de l'accident, mais à cause du froid glacial, polaire, qui venait d'envahir mon âme. Ma mère avait choisi un soin du visage plutôt que la vie de sa fille et la sécurité de sa petite fille. Dans l'ambulance, alors que la morphine commençait à engourdir mes membres broyés, mon esprit, lui, refusait de s'éteindre. Il est passé en mode survie. C'est un mécanisme de défense que j'ai développé depuis l'enfance. Quand on est la fille difficile, celle qu'on ignore, celle qui n'est jamais assez bien, on apprend à résoudre les problèmes seul. On apprend que personne ne viendra nous sauver. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas encore. Zélie avait besoin de moi. Je devais être sa mère, puisque la mienne avait démissionné. Avec l'aide de l'ambulancière, j'ai cherché sur mon téléphone cassé dont l'écran était fissuré en 1000 morceaux. J'ai tapé agence Nanny VIP Lyon. Service d'urgence 24H24. C'était un service de luxe, hors de prix, réservé aux célébrités ou aux cadres fortunés, mais je m'en fichais. Une voix douce a répondu immédiatement. Pas de soupir. Pas de reproche. Pas de jugement. Ici Magali, coordinatrice d'urgence. Comment puis-je vous aider? Accident de voiture, ai-je halté? Bébé seul. Besoin de quelqu'un tout de suite. Ne dites rien de plus, madame. Donnez-moi l'adresse. Nous avons une infirmière puéricultrice certifiée disponible immédiatement. Elle peut être là dans 30 minutes. Le tarif est de 120 € de l'heure pour l'urgence vitale, avec un minimum de 4 heures. Je vous paie le double, ai-je murmuré. Allez-y, sauvez ma fille. J'ai transféré 3000 € d'acompte avec mon pouce couvert de sang séché. La transaction a pris 10 secondes. En 3 minutes, une parfaite inconnue, une salariée, avait fait plus pour ma fille que ma propre mère en 34 ans d'existence. C'était une transaction commerciale, certes, c'était froid, c'était de l'argent, mais c'était efficace. C'était sûr. Et mon Dieu, c'était terriblement triste. Alors que les lumières des néons de l'hôpital défilaient au-dessus de ma tête à toute vitesse, mes souvenirs ont commencé à affluer, formant ce que j'appelle mon musée des douleurs. Ce n'était pas la première fois que je ressentais cet abandon. Ce n'était que l'apogée d'une vie de négligence. Je me suis revue à 12 ans. Je m'étais cassé le poignet en tombant de vélo sous une pluie battante. J'étais rentrée à la maison en pleurant, tenant mon bras inerte. Ma mère m'avait regardée et avait dit « Je ne peux pas t'emmener aux urgences maintenant. Megan regarde son dessin animé préféré et je ne peux pas la laisser seule. » Megan avait 8 ans. J'avais dû marcher seule, sous la pluie, jusqu'au cabinet du médecin de ville, à 2 kilomètres de là. Je me suis revue à 25 ans, lors de ma remise de diplôme de directrice artistique. J'étais major de ma promotion. J'avais cherché mes parents dans la foule immense de l'amphithéâtre. Ils n'étaient pas là. J'ai appris plus tard que Megan avait une rupture amoureuse la veille avec un garçon qu'elle connaissait depuis 2 semaines, et ils étaient restés à la maison pour la consoler, lui faisant du chocolat chaud pendant que je recevais ma mention très bien face à des chaises vides. J'ai toujours été la bouc émissaire. Celle qui est trop sérieuse, trop indépendante, trop rigide. Megan, elle, était l'enfant roi. L'enfant doré. Elle pouvait échouer à ses examens, perdre ses emplois les uns après les autres, insulter les gens, faire des caprices. Elle était toujours pardonnée, toujours excusée. C'est Megan, elle est sensible, disait-il.
Moi, si je ne souriais pas assez lors d'un dîner de famille, j'étais traitée d'ingrate, de froide, de calculatrice. Mais le pire, c'est que j'avais accepté ce rôle. J'avais intériorisé l'idée que je devais acheter ma place dans cette famille. J'avais payé, littéralement, pour qu'ils m'aiment. C'est là, sur ce brancard froid des urgences, que la réalité financière m'a frappé plus fort que le camion de 30 tonnes. Le médecin urgentiste s'est penché vers moi. « Madame, y a-t-il quelqu'un d'autre à prévenir ? » « Votre père ? » J'ai pensé à mon père, Hubert. Un homme effacé, sans colonne vertébrale, qui suivait ma mère comme une ombre depuis 40 ans. Il ne viendrait pas si elle lui disait non. Il aurait peur de gâcher le voyage. J'ai pensé à Mégane. Elle rirait probablement de ma situation, disant que je fais ça pour attirer l'attention. Non, ai-je murmuré en fermant les yeux. Il n'y a personne. Je suis orpheline. L'infirmière m'a regardée avec une pitié infinie. Elle ne savait pas que je n'étais pas une victime pauvre et isolée. Elle ne savait pas que j'étais une femme qui, depuis 9 ans, finançait secrètement le train de vie luxueux des monstres qui venaient de m'abandonner sur le bord de la route. Ils m'ont installée dans une chambre après les radios, le scanner et les premiers soins. Pas d'hémorragie cérébrale massive, Dieu merci, mais des fractures multiples qui nécessiteraient des mois de rééducation. La douleur était une compagne constante, lancinante, aiguë, malgré les perfusions. Mais une autre douleur pulsait dans ma poitrine, plus vive encore. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main récupéré par les pompiers. L'écran brillait dans la pénombre de la chambre d'hôpital. Nous étions le 1er du mois. C'était le jour du virement. Il y a 9 ans, mes parents étaient au bord de la faillite personnelle. Mon père avait perdu son emploi de cadre moyen et ma mère refusait catégoriquement de réduire son train de vie. Ils allaient perdre la villa familiale à Aix-en-Provence, cette maison qui était tout pour l'image sociale de ma mère. J'avais 25 ans, je venais d'hériter d'une somme conséquente de ma grand-mère paternelle, la femme d'Ambroise, mon grand-père adoré, et je commençais à très bien gagner ma vie dans la publicité à Lyon. Je ne pouvais pas supporter de les voir pleurer. Je voulais être la fille sauveuse. Celle qu'on aime enfin. Celle qui mérite un merci. Alors, j'ai mis en place un pieux mensonge pour sauver leur ego. J'ai dit, maman, papa, grand-mère avait un fonds d'investissement secret dont les dividendes tombent maintenant. Je vais vous les transférer chaque mois. C'est l'argent de grand-mère. C'était faux. Archi faux. C'était mon argent. Mon salaire. Mes économies. Mes nuits blanches au travail. 4 500 € par mois. Chaque mois. Pendant 108 mois. 486 000 €. J'ai ouvert mon application bancaire, mes doigts glissant sur l'écran fissuré. La ligne s'affichait en rouge, comme une blessure ouverte, virement sortant, Hubert et Ghislaine, dividende 4 500 €. J'ai regardé ce chiffre. J'ai fixé les zéros. Avec cet argent, ils avaient payé leur crédit immobilier, du moins c'est ce que je croyais. Ils avaient changé leur voiture pour une Mercedes flambant neuve. Ils avaient payé le loyer de Mégane à Paris pendant qu'elle jouait les influenceuses ratées sur Instagram. Ils s'étaient achetés des vêtements de marque, des dîners gastronomiques. Et là, ils s'apprêtaient à brûler 20 000 € pour une croisière en Polynésie. J'ai pensé à ma mère au spa, se faisant masser les pieds pendant que l'on découpait ma voiture. J'ai pensé à son débrouille-toi. J'ai pensé à Zélie, qui aurait pu être orpheline aujourd'hui, élevée sans mère. Si j'étais morte sur le coup, ma mère aurait-elle pleuré ? Ou aurait-elle utilisé l'argent de mon assurance vie pour surclasser sa cabine en suite royale ? La réponse m'a donné la nausée, une nausée physique violente, oui. Probablement. Elle aurait pleuré avec un mouchoir en soie, tout en signant les papiers de l'assurance. Une rage froide, clinique, absolue a remplacé mes larmes. C'était une sensation nouvelle, puissante. Je n'étais plus la petite fille qui voulait être aimée. J'étais une mère qui protégeait son enfant. J'ai appuyé sur la transaction. J'ai sélectionné l'option « Annuler le virement permanent ». Confirmé. Puis, j'ai fait quelque chose de plus radical. J'ai appelé le numéro d'urgence de ma banque privée. « Bonjour, je suis Oriane Vallet. Je veux bloquer le virement de ce matin. » « Il est déjà parti, madame », a répondu le conseiller de nuit. Alors lancez une procédure de rappel de fonds immédiate pour erreur technique ou soupçon de fraude. Je l'ai tout.
Je veux que ce compte soit inaccessible pour les bénéficiaires dans les prochaines 24 heures. Bloquez aussi les cartes de crédit rattachées que je cautionne. Tout. C'est très inhabituel, madame. Vos parents vont se retrouver sans moyen de paiement. Ils risquent d'avoir de graves problèmes s'ils sont en voyage. Je sais, ai-je répondu d'une voix blanche. Faites-le. Maintenant. J'ai raccroché. Je venais de couper le cordon ombilical financier. Je venais de reprendre 1 demi-million d'euros. Je venais de déclarer la guerre. Je dois vous poser une question, et je veux que vous soyez honnête avec vous-même en y répondant dans les commentaires. Si vous aviez donné près de 500 000 euros à vos parents pour les sauver de la ruine, et qu'ils vous laissaient tomber au moment précis où vous risquiez de mourir, auriez-vous fait comme moi? Auriez-vous coupé les vivres instantanément, sans préavis, ou auriez-vous hésité par culpabilité? Dites-moi ce que vous auriez fait. 5 heures après l'accident, la porte de ma chambre s'est ouverte avec fracas, heurtant le mur. C'était Marceau. Mon mari. L'homme de ma vie. Il portait encore son costume de réunion, froissé, la cravate de travers, la chemise trempée de sueur. Il avait les yeux rouges, cernés de terreur pure. Il avait quitté une réunion cruciale à Francfort, loué une voiture de sport et roulé depuis l'Allemagne à une vitesse folle, défiant toutes les limitations de vitesse pour me rejoindre. Il s'est précipité vers le lit, tombant presque à genoux, prenant mon visage intact entre ses mains tremblantes comme si j'étais la chose la plus précieuse et la plus fragile au monde. Oriane. Mon Dieu, Oriane. Tu es là. Il pleurait. De vraies larmes. Des larmes d'homme terrifié à l'idée de perdre sa moitié. Il m'embrassait le front, les mains, vérifiant chaque centimètre de peau visible. Zélie va bien? A-t-il demandé entre deux sanglots. Magali, la nounou, m'a envoyé des photos, elle dort, elle a mangé. Mais toi, tes côtes, ta jambe. Je suis vivante, Marceau. On est vivant. On est ensemble. La différence était si brutale que j'en ai eu le vertige. L'amour de Marceau était palpable, physique, viscéral. L'indifférence de ma mère était abstraite, lointaine, froide. Marceau aurait traversé l'enfer pour moi. Ma mère ne voulait pas traverser un couloir de train. Quand il a repris son souffle et s'est calmé un peu, je lui ai tout raconté. L'appel. Le spa. Le refus. Le Zélie gâche mes vacances. Le visage de Marceau s'est transformé. La tristesse et la peur ont laissé place à une fureur noire, une colère que je ne lui avais jamais connue en 10 ans de vie commune. Ses poings se sont serrés si fort que ses jointures ont blanchi. Les veines de son cou saillaient. Elle a dit quoi? Que notre fille gâchait ses vacances? Je vais l'appeler. Je vais la tuer. Je jure que je vais prendre la voiture et aller à Aix pour... Non, attends, ai-je dit en posant ma main valide sur son bras. Regarde ça d'abord. J'ai tendu mon téléphone vers lui. J'avais ouvert Instagram pendant que je l'attendais. Le profil de Mégane. Une story postée il y a 2 heures à peine. On y voyait Mégane, ma sœur, tenant une coupe de champagne, assise à l'arrière de la Mercedes Classe S de mes parents, tout sourire, faisant le signe V avec ses doigts manucurés. La légende disait, en route pour l'aéroport. Bye bye la grisaille, bonjour Tahiti. #family trip, #béni, #love life, vacances de rêve. Et en tout petit, caché dans un coin de la photo, une phrase qui m'a donné envie de vomir. Désolé pour ceux qui bossent lol. Marceau a fixé l'écran, incrédule. Il a cligné des yeux plusieurs fois. Attends, a-t-il dit lentement. Tes parents avaient dit qu'ils partaient en amoureux pour leurs 40 ans de mariage. C'était leur excuse pour ne pas garder Zélie le mois dernier. Ils emmènent Mégane? Oui. Et, le billet de Mégane. C'est un billet à 3 000 euros. C'est toi qui l'as payé, n'est-ce pas? Avec le virement de ce mois-ci? Oui, ai-je répondu, les larmes coulant enfin. J'ai payé pour que ma sœur aille boire du champagne et se moquer de ceux qui travaillent, pendant que je saignais sur l'autoroute. J'ai financé mon propre mépris. C'était la goutte d'eau. Ils avaient menti. Ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin d'argent supplémentaire ce mois-ci pour des réparations urgentes de toiture qui menaçaient de s'effondrer. En réalité, ils finançaient le billet de leur enfant doré, leur princesse Mégane. Marceau a posé le
téléphone doucement sur la table de nuit, comme s'il s'agissait d'une bombe. Tu as bien fait de couper les vivres, Oriane. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne mérite pas seulement d'être pauvre. Il mérite d'être détruit. Il mérite de ressentir ce que tu ressens. C'est à ce moment-là, précis, dramatique, qu'on a frappé à la porte. Un coup sec, autoritaire, rythmé par le bruit caractéristique d'une canne sur le linoléum. Tac. 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 La porte s'est ouverte sur une silhouette imposante malgré l'âge. Ambroise. Mon grand-père. 84 ans, ancien avocat d'affaires redouté dans toute la région, un homme qui inspirait le respect rien qu'en entrant dans une pièce, même sans dire un mot. Il portait son éternel manteau de laine gris impeccable, une écharpe en soie, et s'appuyait sur sa canne à pommeau d'argent sculpté. Il vivait dans une résidence senior haut de gamme à Lyon, à quelques kilomètres de l'hôpital. Marceau l'avait prévenu dès son arrivée. Il s'est avancé vers mon lit sans un mot. Le silence dans la pièce était total. Il a examiné mes bandages, le moniteur cardiaque qui bipait doucement, mes yeux cernés de noir. Sa mâchoire s'est contractée, le seul signe d'émotion qu'il s'autorisait jamais. Il a posé sa main rugueuse et chaude sur mon front. « Tu es une survivante, ma petite », a-t-il dit d'une voix rocailleuse. « Tu as la tête dure. Comme ta grand-mère. » Puis, il s'est tourné vers Marceau, pivotant lentement. « Où est Ghislaine ?» Marceau a échangé un regard avec moi. « Elle est en route pour Tahiti, papy. » Elle n'a pas voulu venir. Ambroise a plissé les yeux. C'était le regard qu'il devait avoir quand il détruisait une partie adverse au tribunal, un regard qui pouvait geler l'enfer. « Elle n'a pas voulu ?» a-t-il répété, articulant chaque syllabe. Elle a dit que Zélie gâchait ses vacances, a lâché Marceau, ne pouvant plus contenir sa rage. Ambroise n'a pas crié. Il n'a pas juré. Il a simplement sorti son vieux téléphone à clapet de sa poche. Il a commencé à composer un numéro, mais avant d'appuyer sur la touche appel, il m'a regardé droit dans les yeux, sondant mon âme. « Oriane, il faut qu'on parle d'argent. Maintenant. » J'ai baissé les yeux, honteuse comme une enfant prise en faute. « Je sais que tu les aides, papy. Je sais que je n'aurais pas dû te le cacher. »« Les aider ?» a-t-il tonné doucement. « Oriane, je pensais que tu leur donnais quelques centaines d'euros pour l'épicerie, pour les aider à finir le mois. Mais j'ai vu ta déclaration fiscale l'année dernière quand tu m'as demandé conseil pour la structure juridique de ton entreprise. J'ai vu la ligne dont familiaux. J'ai cru à une erreur de comptable. » Il a marqué une pause dramatique. 4 500 euros par mois. C'est de la folie pure. C'est indécent. Ils allaient perdre la maison, ai-je pleuré. Ils n'avaient plus de quoi payer le crédit. Quelle maison ? A-t-il demandé, interloqué. La villa d'Aix ? Oui. La maison où j'ai grandi. Ambroise a éclaté d'un rire sans joie, un son sec, bref, effrayant. Oriane. Mon Dieu, ils t'ont bien eu. La villa m'appartient. Je l'ai achetée il y a 20 ans. Je l'ai mise au nom d'une SCI dont je suis le gérant majoritaire à 99%. Ils ne paient pas de crédit. Ils n'en ont jamais payé. Ils ne paient pas de loyer. Je les loge gratuitement depuis 15 ans par charité. Le monde s'est arrêté de tourner une seconde fois pour moi ce jour-là. Quoi ? Ai-je murmuré, abasourdi. Ils n'ont pas de prêt immobilier, a répété Ambroise, martelant chaque mot. Ils n'ont jamais risqué de perdre la maison tant que je suis en vie. Ils t'ont menti, Oriane. Ils t'ont manipulé. Ces 4 500 euros, c'était de l'argent de poche pour eux. Pour leurs vêtements de luxe, leurs voitures allemandes, leurs caprices, leurs voyages. Ils t'ont escroqué, ma fille. Ta propre mère t'a volé pendant 9 ans. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Ce n'était pas juste de l'égoïsme. C'était du vol. C'était de la manipulation perverse. J'avais travaillé 60 heures par semaine, sacrifié mes propres vacances, mis de côté mes projets d'achat immobilier, conduit une vieille voiture, pour financer du vide. Pour financer leurs mensonges. J'avais payé un crédit imaginaire. J'avais été la vache à lait, la banque, l'idiote utile. La colère d'Ambroise était palpable. Il tremblait, non pas de vieillesse, mais de rage contenue.
Donne-moi ton téléphone. Oriane. Appelle-la. Mets le haut-parleur. Elle ne répondra pas, papy. Aussi. Elle répondra si elle croit que c'est toi qui appelles pour t'excuser d'avoir gâché son après-midi. Elle attend tes excuses. Elle s'en nourrit. J'ai composé le numéro. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient froides comme la pierre. Ça a sonné une fois. Allô? La voix de ma mère était irritée, pressée. J'espère que c'est pour me dire que tu as géré le problème et que tu ne vas pas nous faire la gueule à notre retour. On embarque bientôt. Ambroise s'est penché vers le micro. Sa voix était basse, terrifiante, comme le grondement d'un orage imminent qui s'apprête à tout dévaster. Bonjour, Ghislaine. C'est papa. Il y a eu un bruit de choc à l'autre bout du fil, un claquement sec, comme si elle avait laissé tomber son téléphone ou son sac à main. Papa? A-t-elle bégayé? Mais, tu es avec Oriane? Pourquoi tu es avec elle? Je suis à son chevet. Là où une mère devrait être. Là où tu n'es pas papa, écoute, c'est un malentendu. Oriane dramatise toujours, tu le sais, elle est fragile. Tais-toi. Le tais-toi a claqué comme un coup de fouet dans la chambre d'hôpital aseptisée. Même Marceau a sursauté sur sa chaise. J'ai 3 choses à te dire, Ghislaine. Et tu vas écouter attentivement, car ce sont les dernières paroles que tu entendras de moi en tant que père bienveillant. Écoute bien, car ta vie va changer dans les prochaines minutes. Papa, tu me fais peur. Arrête. Premièrement, Oriane vient de m'apprendre qu'elle vous versait 4 500 € par mois pour un soi-disant crédit immobilier. Tu sais très bien que la maison est payée. Tu sais très bien que je vous loge gratuitement. C'est de l'abus de confiance. C'est du vol qualifié en bande organisée avec ton mari et ton autre fille. Vous avez exploité la générosité de ta fille. Silence total à l'autre bout. On n'entendait même plus le brouhaha de l'aéroport. Juste une respiration saccadée. Deuxièmement, ce voyage en Polynésie? Celui que vous alliez faire avec l'argent volé à ma petite fille? Il est annulé. Quoi? Non. A-t-elle crié? Les billets sont non remboursables. On embarque dans 2 heures. On a déjà passé la sécurité. Non, Ghislaine. Tu ne comprends pas. J'ai appelé mon vieil ami Gérard, le directeur de l'agence de voyage de luxe par qui vous passez toujours. J'ai bloqué la carte American Express Platinum avec laquelle j'avais payé la caution et les extras de votre voyage en cadeau d'anniversaire. Et Oriane a bloqué ses virements ce matin. Si tu montes dans cet avion, tu arrives à Tahiti sans un centime, sans hôtel réservé et sans billet de retour. Vous serez des sans-abri sous les cocotiers. Tu ne peux pas faire ça. C'est inhumain. On est ta famille. Tu ne peux pas nous humilier comme ça. Ambroise a ri. Un rire glacial qui m'a donné la chair de poule. La famille? Tu oses parler de famille? Tu as laissé ta fille pisser le sang dans une carcasse de voiture pour aller te faire masser. Tu n'as plus de famille, Ghislaine. Tu as des complices. C'est Mégane qui va être déçue, a gémi ma mère, tentant une dernière manipulation affective. Elle se réjouissait tant, elle a besoin de vacances? Ah, Mégane. C'est mon 3e point. Ambroise a pris une grande inspiration, se redressant de toute sa hauteur, dominant la pièce de sa stature morale. Je sors de chez mon notaire, maître Dupont. J'y suis allé avant de venir ici. J'ai modifié mon testament il y a 1 heure. L'encre est encore fraîche. Papa, ne fais pas ça. Je t'en supplie. La villa d'Aix? Celle où vous vivez comme des princes? Elle ne te reviendra jamais. Je la lègue intégralement à Zélie, ma arrière-petite-fille, à sa majorité. Avec usufruit total pour Oriane jusqu'à la fin de ses jours. Mais, on vit dedans. C'est notre maison. Plus pour longtemps. Je lance une procédure d'expulsion dès demain matin. Vous avez 3 mois pour déguerpir. 3 mois pour vider les lieux. Toi, Hubert, et ta parasite de fille Mégane. Trouvez-vous un travail. Trouvez-vous un logement HLM. Bienvenue dans le monde réel, Ghislaine. Bienvenue dans la vie que ta fille mène pour vous entretenir.
Des cris hystériques ont éclaté à l'autre bout du fil. Ma mère hurlait, pleurait, menaçait, un mélange inaudible de rage et de terreur. Tu es un monstre. Oriane t'a monté la tête. C'est une manipulatrice. Elle veut tout pour elle. La seule manipulatrice ici, c'est celle qui a traité sa propre fille de gâcheuse de vacances alors qu'elle était sur un brancard. Adieu, Ghislaine. Profite bien de l'aéroport. Regarde bien les avions décoller. C'est le seul voyage que tu feras. Ambroise a raccroché brutalement. Il a fermé son téléphone d'un geste sec. Il a posé l'appareil doucement sur la table de nuit. Ses mains tremblaient légèrement maintenant. L'effort lui avait coûté. Il s'est assis lourdement dans le fauteuil en cuir, le visage gris. « Je suis désolé, Oriane, a-t-il dit d'une voix brisée. J'aurais dû voir ça plus tôt. J'ai élevé un monstre. J'ai été aveugle. J'ai tendu la main vers lui à travers les barreaux du lit. Tu m'as sauvé, papy. Pas seulement aujourd'hui. Tu m'as sauvé pour toujours. Tu m'as rendu ma vie. » Les 24 heures qui ont suivi ont été un spectacle de désolation absolue pour mes parents, et, je l'avoue sans honte, une source de satisfaction perverse et profonde pour moi. Ils n'ont pas pu embarquer. Sans la garantie bancaire d'Ambroise et avec mes comptes gelés par la banque pour suspicion de fraude, leurs billets ont été invalidés à la porte d'embarquement. Imaginez la scène, ma mère en tenue de vacances, grand chapeau de paille, lunettes de soleil Dior, valise Louis Vuitton, refoulée devant tout le monde par le personnel au sol. L'humiliation publique qu'elle redoutait tant, celle qu'elle avait passé sa vie à éviter, venait de s'abattre sur elle avec la force d'un tsunami. Ils ont dû rentrer à Aix en train, et comble de l'horreur pour eux, en seconde classe, car ils n'avaient plus assez de liquidités disponibles pour payer 3 billets de TGV première classe ou l'avion. Ils ont voyagé au milieu de la plèbe qu'ils méprisaient tant. Dès leur retour dans la villa qu'ils savaient désormais perdue, la réalité financière les a frappés de plein fouet, sans pitié. J'ai reçu une notification de ma banque sur mon nouveau téléphone que Marceau m'avait apporté. Tentative de prélèvement rejetée, 4 500 €. Puis une autre, 1 heure plus tard, tentative de prélèvement rejetée, American Express, 3 200 €. Puis une autre, prélèvement rejeté, leasing Mercedes, 890 €. Ils vivaient tellement au-dessus de leurs moyens, sur le fil du rasoir, qu'ils étaient en déficit chronique sans mon injection mensuelle de cash. Sans ma perfusion financière, leur vie de château s'effondrait comme un château de cartes en pleine tempête. C'est Mégane qui a ouvert les hostilités la première. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Mon téléphone a vibré. Une avalanche de textos, les uns après les autres. Mégane, t'es vraiment une salope. Maman est sous calmant à cause de toi. Elle a fait un malaise. T'as tout gâché par jalousie pure. Tu ne supportes pas de nous voir heureux. Mégane, rends l'argent. Débloque le virement. C'est l'argent de la famille. T'as pas le droit de nous affamer comme ça. Papy perd la tête, mais toi tu es responsable. J'ai regardé l'écran. J'ai senti une bouffée de chaleur, mais pas de culpabilité. Plus jamais. J'ai répondu pour la première fois. Une réponse calme, chirurgicale, tapée avec mon doigt valide. Moi, l'argent de la famille ? C'est MON salaire, Mégane. J'ai payé ton loyer à Paris pendant 5 ans. J'ai payé ta Fiat 5 cents. J'ai payé tes sacs Gucci et tes sorties en boîte. C'est fini. Le robinet est fermé. Trouve un job. MCDO recrute, il cherche des équipiers. Sa réponse a été immédiate, pleine de venin. Mégane, je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde que tu as profité de la sénilité de papy pour voler l'héritage. Je vais te pourrir sur les réseaux. Tout le monde saura qui tu es vraiment. Elle a essayé. Oh oui, elle a essayé. Elle a posté une longue tirade larmoyante sur Facebook et Instagram, jouant la victime éplorée, disant que sa sœur riche, cruelle et manipulatrice avait profité de la faiblesse de leur grand-père âgé pour le retourner contre sa propre famille. Mais elle avait oublié un détail crucial. Mes amis, mes collègues et même la famille éloignée savaient qui je suis. Ils savaient que je travaillais dur depuis mes 18 ans. Ils savaient que Mégane ne faisait rien de ses journées à part poster des photos de brunch. Les commentaires sous son post n'ont pas été ce qu'elle espérait. Au lieu de la compassion, elle a reçu une vague de réalité.
Megan, ta sœur est à l'hôpital après un accident grave et tu parles d'argent, a écrit une cousine. Attends, tu as 30 ans et tu vis au crochet de ta sœur? Tu n'as pas honte, a commenté un ancien camarade de lycée. Si ta sœur payait tout, tu devrais lui dire merci au lieu de l'insulter, a ajouté un autre. Humiliée une seconde fois, publiquement, elle a supprimé son poste au bout de 2 heures. Pendant ce temps, à l'hôpital, je me sentais plus légère que jamais, malgré mes os brisés et mes ecchymoses. Le poids de 9 années de mensonges, de soumission et de raquettes émotionnelles venait de s'envoler. Je n'étais plus le distributeur automatique de billets. Je n'étais plus la fille qui achète l'amour. J'étais libre. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Que la honte, le bon sens ou un minimum de dignité les ferait taire et disparaître. Mais c'est mal connaître la psychologie des narcissiques. Quand ils sont acculés, quand ils perdent le contrôle, ils ne se remettent pas en question. Ils attaquent. Ils mordent. Un mois après l'accident, alors que je commençais ma rééducation pénible et que je profitais enfin de ma fille Zélie à la maison, j'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception. J'ai cru que c'était une lettre d'excuse. J'ai été naïve. C'était une assignation en justice. Mes parents m'attaquaient au titre de l'obligation alimentaire, article 205 du Code civil. En France, la loi stipule que les enfants ont l'obligation d'aider leurs parents s'ils sont dans le besoin. C'est une loi faite pour protéger les personnes âgées vulnérables. Ils plaidaient la misère. Ils osaient plaider la misère. Ils disaient dans leur dossier que sans mon aide financière habituelle, ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins fondamentaux et risquaient de tomber dans la précarité. Ils demandaient au juge de m'ordonner de verser une pension de 3 000 € par mois. C'était le comble du cynisme. Ils utilisaient la loi conçue pour protéger les vieillards pauvres afin de maintenir leur train de vie de bourgeois déchus, pour continuer à boire du champagne et rouler en Mercedes. Le jour de l'audience devant le juge aux affaires familiales, je suis arrivée en béquille, soutenue par Marceau. Ma mère était là. Elle avait troqué ses tailleurs Chanel habituels pour une tenue sombre, modeste, presque usée. Une stratégie évidente de son avocat pour jouer la vieille dame fragile et abandonnée. Mon père regardait ses chaussures, n'osant pas croiser mon regard. Leur avocat a commencé une tirade larmoyante sur l'ingratitude des enfants modernes, sur le fait qu'ils avaient tout sacrifié pour moi, que je les laissais mourir de faim alors que je vivais dans l'opulence. Puis, ce fut au tour de l'avocat d'Ambroise, qui avait insisté pour payer ma défense, de se lever. Maître Dupont. Un requin du barreau, un homme qui ne souriait jamais. Il s'est approché de la barre calmement. Il a posé une pile épaisse de dossiers sur le bureau du juge. Le bruit sourd du papier tombant sur le bois a résonné dans la salle silencieuse. Monsieur le juge, a-t-il commencé d'une voix posée. Voici les relevés bancaires certifiés des 9 dernières années. Ma cliente, Madame Oriane Vallet, a versé volontairement, je dis bien volontairement, la somme totale de 486 000 € à ses parents. Le juge a haussé les sourcils, ajustant ses lunettes. Un murmure a parcouru la salle. 1,5 million d'euros, a répété l'avocat. Voici également les relevés de dépenses des demandeurs sur la même période, obtenus légalement, voyage de luxe aux Maldives, maroquinerie de haute couture, restaurants étoilés, leasing de voitures de sport, et, ah oui, l'entretien complet d'une autre fille adulte de 30 ans, Mademoiselle Megan, ici présente au fond de la salle. L'avocat a sorti une dernière pièce, une feuille unique. Et voici la preuve irréfutable qu'ils sont logés gratuitement par le grand-père, Monsieur Ambroise, depuis 15 ans. Ils n'ont aucune charge de logement. Pas de loyer. Pas de crédit. Leur demande n'est pas une demande de survie, monsieur le juge. C'est une tentative d'extorsion. C'est une tentative de maintenir un train de vie artificiel sur le dos de la victime. Le juge a pris les documents. Il les a feuilletés lentement. Son visage s'est durci à mesure qu'il lisait les montants des dépenses de ma mère en sac à main. Il a fini par poser le dossier et a regardé ma mère par-dessus ses lunettes. Un regard de mépris absolu. « Madame, a-t-il dit d'une voix glaciale. Vous osez venir dans mon tribunal, encombrer la justice, pour demander une pension alimentaire alors que vous avez dilapidé un demi-million d'euros donnés par votre fille. Et le dossier indique que vous l'avez abandonné lors d'un accident grave pour aller en voyage? Mais, c'est mon droit, a balbutié ma mère, perdant soudain son assurance de vieille dame fragile. La loi dit que votre droit est de vivre décemment, madame. Pas de vivre comme des rois au crochet de votre fille que vous méprisez. Le verdict a été rendu sur le siège.
Cinglant. Immédiat. Demande rejetée dans son intégralité. Condamnation aux dépens, il devait payer mes frais d'avocat ainsi que les leurs. Et une remarque acerbe du juge inscrite au procès-verbal, une tache indélébile sur leur honneur. Le comportement des demandeurs frôle l'abus de droit et démontre une mauvaise foi caractérisée. En sortant du tribunal, ma mère a essayé de m'attraper le bras dans le couloir. Oriane, attends. On va être à la rue. Ton grand-père nous expulse vraiment la semaine prochaine. Les huissiers sont passés. On n'a nulle part où aller. Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai vu aucune mère là-dedans. Je n'ai vu aucun amour. Juste une étrangère désespérée qui venait de perdre sa source de revenus. Tu as des bras, maman, ai-je dit doucement. Tu as des jambes. Tu es en bonne santé. Tu peux travailler. Les ménages, la garde d'enfants, la caisse au supermarché. Ou tu peux demander à Mégane de t'aider. Ah non, c'est vrai, elle n'a rien. Je me suis retournée, j'ai pris le bras de Marceau, et je suis partie clopin-clopant vers la sortie, vers le soleil, vers ma vraie vie. Je ne me suis pas retournée. Cela fait maintenant 1 an. 12 mois de silence. 12 mois de reconstruction. Beaucoup de choses ont changé. Mes parents et Mégane ont été expulsés de la villa d'Aix. Ambroise n'a pas cédé d'un pouce, malgré leurs pleurs et leurs supplications devant le portail. Il a mis la maison en vente le lendemain de leur départ. Elle a été vendue en 2 semaines. Il a versé l'intégralité de l'argent sur un compte bloqué pour les futures études de Zélie. Ma fille pourra faire les meilleures écoles du monde grâce à la maison qui abritait autrefois ses bourreaux. Aux dernières nouvelles, que j'apprends par des cousins éloignés, ils vivent dans un petit appartement HLM en banlieue nord de Marseille. C'est bruyant, c'est petit, c'est loin de leur standard. Mon père a dû prendre un petit boulot de gardiennage de nuit pour compléter sa maigre retraite. Ma mère fait des ménages chez des gens riches, repassant les chemises de femmes qui vivent la vie qu'elle avait avant. L'ironie est cruelle, mais juste. Mégane. Mégane a dû se trouver un vrai travail pour la première fois de sa vie. Elle est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter bas de gamme. Elle a dû vendre tous ses sacs de luxe sur Vinted pour payer sa caution et ses dettes. Elle a découvert la valeur de l'argent. Il m'envoie encore des lettres de temps en temps. Des lettres pleines de venin, me traitant de fille indigne, ou parfois, plus pathétique encore, des lettres pleines de fausses excuses mielleuses quand Noël approche, espérant un chèque. Je ne les ouvre pas. Je reconnais l'écriture et je les jette directement dans la cheminée. Regarder le papier noircir et se recroqueviller dans les flammes est devenu un rituel purificateur pour moi. De mon côté, j'ai utilisé l'argent que je ne leur donne plus, ces fameux 4 500 € mensuels pour investir. J'ai aussi réduit mon temps de travail à 4 jours par semaine pour passer plus de temps avec Zélie. Chaque minute passée à la voir grandir, à l'entendre rire, vaut plus que tout l'or du monde. Ambroise vient déjeuner tous les dimanches à la maison. Il a 85 ans maintenant, il marche plus lentement, mais son esprit est plus vif que jamais. Il dit souvent en riant que remettre de l'ordre dans la famille lui a donné une seconde jeunesse, une nouvelle mission. Zélie l'adore. Elle l'appelle grand-papy gâteau. Elle ne connaîtra jamais sa grand-mère Ghislaine, et c'est mieux comme ça. Elle grandira entourée de gens qui l'aiment pour ce qu'elle est, pour son sourire, pour son âme, pas pour ce qu'elle peut leur apporter financièrement ou socialement. Parfois, la nuit, quand la pluie bat contre les vitres, je repense à cet accident. Je sens mes côtes qui tirent un peu quand le temps est humide. Je repense à la douleur, à la peur, au sang. Mais étrangement, je suis reconnaissante. Ce camion m'a brisé les os, c'est vrai, mais il m'a ouvert les yeux. Il a brisé mes illusions. Il m'a coûté ma santé physique pendant quelques mois, mais il m'a fait économiser des millions sur le long terme. Il m'a fait perdre une mère, mais il m'a permis de retrouver ma dignité et de protéger ma fille. J'ai appris une leçon brutale, le sang ne fait pas la famille. L'ADN n'est qu'une suite de molécules. La loyauté, l'amour, le respect, la présence quand tout va mal, c'est ça qui fait la famille. C'est Marceau qui traverse l'Europe pour me tenir la main. C'est Ambroise qui utilise ses dernières forces pour me défendre. C'est la nounou Magali qui a bercé ma fille quand je ne pouvais pas. J'ai payé 486 000 € pour apprendre cette leçon. C'était cher. Très cher. C'était le prix d'une vie. Mais la liberté que je ressens aujourd'hui en me réveillant chaque matin sans cette boule au ventre? Elle n'a pas de prix.
Elle est inestimable. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de la revivre, de rouvrir ses plaies, mais je voulais la partager pour tous ceux, partout dans le monde, qui se sentent obligés d'acheter l'amour de leur famille toxique. Vous n'êtes pas un distributeur de billets. Vous n'êtes pas une assurance retraite pour des parents égoïstes. Vous méritez d'être aimé pour vous-même. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui a besoin de force pour dire non. Et surtout, dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à ma place face au juge? Auriez-vous craqué? Auriez-vous pardonné? J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment.